Merci de votre présence. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de cette table ronde autour de la thématique de l'ESG, qui, comme vous le savez, est au cœur de tous les débats, et aussi sur la question de la valeur, voire de la survaleur, qu'elle permet d'apporter au projet immobilier. Alors, les questions qui se posent sont les suivantes. Est-ce qu'il est possible de mesurer cette valeur ? Est-ce que tous les critères E, S et G contribuent de la même manière à la création de cette valeur ? Voilà une partie des questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec notre panel d'experts que je vais vous présenter. Alors cet échange, avant de vous présenter, se veut le plus concret possible. C'est la raison pour laquelle on va vous présenter les résultats d'une mission qui a été réalisée sur la valorisation de 3 projets en cours de construction, 3 projets de Link City, situés à Lille, Rouen et Paris, et qui seront livrés entre 2024 et 2026. Mais donc tout d'abord, côté Link City, Christine Grèze, directrice RSE et Innovation, Frédéric Delaby, directeur régional Occitanie, côté Vus Partner, Zara Tangy, responsable développement durable, et François-Xavier Favre, expert immobilier. Je vais d'abord laisser la parole à Christine pour présenter en quelques mots Link City, pour ceux qui ne connaissent pas cette société. Alors Link City, c'est le développeur immobilier de Bouygues Construction, donc promoteur intégré, qui est implanté sur toute la France, avec 270 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel environ de 650 millions d'euros. On réalise tout type d'opérations immobilières sur toute la palette des produits résidentiels et tertiaires, et puis jusqu'à l'aménagement de quartiers, puisque on a actuellement en cours 16 quartiers qui sont en cours de développement. Et notre ADN, c'est de construire et de concevoir des projets vraiment sur mesure avec nos partenaires et nos clients, avec 3 grandes constantes qu'on retrouve sur tous nos projets. La première, c'est vraiment de répondre aux enjeux du territoire à travers nos opérations. La deuxième, c'est d'y répondre avec une exigence environnementale très forte. Et puis enfin, c'est toute l'attention portée aux usages, en particulier avec souvent des choix programmatiques innovants et alternatifs. Merci Christine. Quelques mots pour présenter Vus Partner, qui est une société de conseil et d'expertise immobilière dont je suis la directrice générale pour la France. Il s'agit d'une société d'origine suisse dont l'ADN est de allier l'expertise immobilière, le digital et la durabilité. Vous le verrez aujourd'hui au travers de cette mission, on est assez pionnier dans l'intégration des analyses ESG dans nos rapports d'expertise. Et ça va être un des aspects présentés aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers Zara pour que tu nous donnes quelques éléments de contexte autour de l'ESG et aussi autour de l'environnement réglementaire qui est quand même très complexe et évolutif. Vous avez remarqué qu'un peu plus de 50% des conférences de cette année au CIMI tournaient autour de l'ESG et du développement durable. Donc on a tous conscience qu'il y a urgence à agir, que ce soit face aux défis climatiques ou à la hausse des coûts de l'énergie. Donc la parole est à toi, Zara. Bonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le vif des sujets, c'est toujours intéressant de prendre de la hauteur et de revenir au contexte général de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est un contexte qui s'accentue sur la crise climatique. Vous le savez, on l'a vu aujourd'hui, on le sent. Ce n'est plus théorique. Donc, le secteur immobilier est en première ligne des secteurs responsables de cette problématique climatique, avec on parle d'un pourcentage de 40% des émissions CO2 dans le monde. Donc, parallèlement à cette problématique, l'Europe s'est fixé des objectifs de neutralité carbone à l'horizon de 2050, ainsi qu'une présentation du fameux Green Deal au Pacte vert en 2019, qui est un ensemble de plans d'action qui a pour levier de réorienter les investissements vers des activités durables. Donc vous voyez, cette tendance réglementaire nous incite à ne pas arrêter cette dynamique, ce développement humain et économique, mais plutôt de mettre un cadre. Et quand on dit cadre, on dit forcément des outils réglementaires
parmi d'autres. Donc, au niveau européen, quelques exemples de certains outils réglementaires phares pendant cette rentrée janvier 2023. Donc, la taxonomie européenne, qui est un système de classification des activités dites brunes versus vertes, et qui rentrera en application avec les deux premiers enjeux, atténuation et adaptation, en 1er janvier 2023. L'autre outil réglementaire qui fait écho pendant cette rentrée est le SFDR, Sustainable Financial Disclosure Regulation, et qui vise à son tour de renforcer la prise en compte des enjeux ESG dans les investissements et dans la gestion des risques. Donc, je ne vais pas trop tarder pour vous parler de toutes les réglementations européennes, mais un petit aperçu sur les outils réglementaires français, et notamment les plus importants d'un point de vue construction-promotion. Donc, on a la réglementation thermique 2022 qui est venue pour remplacer la réglementation thermique 2012. L'objectif ZAN, zéro artificialisation nette des sols, et le fameux décret tertiaire, ou appelé aujourd'hui dispositif éco-énergie tertiaire. Et donc, enfin, pour synthétiser, mettre un cadre, et par cadre aussi, je dis, intégrer les critères ESG, pas uniquement pour répondre à la réglementation, mais aussi pour avoir une vision encadrée long terme, de s'adapter au changement climatique et également anticiper les risques physiques et financiers, éviter la décote brune ou le fameux brown discounting, et finalement de créer une valeur verte. Et c'est ça notre sujet aujourd'hui. Merci Zara. Christine, comment est-ce que ces enjeux ESG sont pris en compte dans la stratégie RSE de Link City et dans vos projets ? Alors chez Link City, on a lancé une feuille de route RSE en 2020 autour de 3 grands piliers qui sont déclinés en 9 engagements. Et sur chacun de ces engagements, on a des plans d'action et des objectifs de progrès chiffrés. Le premier pilier, évidemment, c'est s'engager dans la transition écologique avec un engagement sur la transition énergétique et bas carbone. Et donc, je dirais quelques mots sur notre trajectoire. L'économie circulaire, bien entendu, et également les sujets liés à la biodiversité, un nouveau rapport ville-nature. Et du coup, sur ce dernier pilier, évidemment, tous les sujets qu'évoquait Zara sur limiter l'artificialisation, renaturer la ville et du coup participer à sa résilience sont des éléments très forts de notre stratégie. Et on s'est fixé sur ce sujet-là d'avoir 50% de nos opérations à biodiversité positive ou neutre dès 2025. Le deuxième pilier, c'est plutôt le pilier sociétal. Donc contribuer à l'attractivité, à la qualité de vie dans les territoires avec un engagement autour de la qualité d'usage et les services qu'on va développer autour de nos opérations et dans nos opérations, des services qu'on va rechercher à impact positif sur l'environnement et sur les dimensions sociales. Un deuxième engagement qui est de co-construire nos projets avec les parties prenantes locales et de chercher toujours à maximiser les retombées positives pour les territoires sur le plan économique, sur le plan social, culturel. Et là, évidemment, souvent à travers les choix de programmation qu'on va faire. Et puis enfin, un engagement sur la santé et le bien-être qu'on va pouvoir développer dans nos opérations. Et puis le troisième pilier, alors ces 2 premiers piliers, évidemment, ils s'intègrent très directement dans nos opérations. Et puis le troisième pilier, il est plus dans la gouvernance de l'entreprise. Alors je voulais m'attarder un tout petit peu sur notre trajectoire carbone, parce que c'est quand même le grand sujet du moment et le grand enjeu, évidemment, que tout le monde a en tête. Donc on s'est fixé d'avoir moins 40% d'émissions de CO2 sur nos opérations entre 2019 et 2030, à la fois sur les matériaux, la construction et puis sur l'énergie pendant toute la phase de vie du bâtiment. Et pour réussir à atteindre cette trajectoire, on s'est fixé des objectifs jalons sur nos dépôts de permis de construire, avec donc un premier pilier qui est la construction neuve. Et donc on a décidé en fait de prendre un temps d'avance sur la réglementation environnementale RE 2020, en visant d'ores et déjà le seuil suivant de l'ARE. Donc à partir de l'année prochaine, de 2023, on va déposer nos PC au seuil 2025, puis en 2025 au seuil 2028 et ainsi de suite. Deuxième grand pilier, c'est la rénovation. Alors la rénovation bas carbone, parce que rénovation est moins émettrice de gaz à effet de serre, bien sûr, puisqu'on va conserver quand même l'essentiel
du gros œuvre qui est très émissif quand on est sur du neuf. Et puis, ça permet évidemment de répondre aussi à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants, qui est quand même le gros sujet dans la stratégie nationale bas carbone de la France. Donc, on vise d'avoir 30% de nos opérations en rénovation en 2030. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est plutôt au-dessous de 10%. Donc, c'est pour nous un gros challenge d'aller beaucoup plus vers ce marché. Et puis enfin, troisième pilier, c'est la construction bois. Donc on vise d'avoir 50% de nos opérations en construction bois en 2030. On a fait un peu nos relevés des comptes sur 2022. On est déjà à 30% de nos permis de construire déposés en 2022 sur de la construction bois. Donc ça devient une part quand même vraiment significative de notre production. Et donc, on avance assez bien sur ce sujet. Et puis, on a un dernier objectif qu'on s'est fixé, alors où on a des leviers moins directs en tant que promoteur, hein, c'est la mobilité des futurs utilisateurs de nos bâtiments. Mais malgré tout, on a une capacité d'influence. Et pourquoi on a choisi de se fixer un objectif sur ce sujet, c'est que finalement, le poids carbone de la mobilité des futurs utilisateurs sur les 50 ans de vie d'un bâtiment qui est retenu dans les ACV, c'est autant que le poids carbone de la construction et de l'énergie combinée. Donc on voit qu'il y a un gros sujet là. C'est un gros sujet aussi des territoires dans lesquels on intervient et on a voulu aussi jouer notre part sur cette dimension-là. Alors tout ça, ça doit évidemment se retrouver dans nos opérations. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes à l'écran qui sont assez représentative au final des efforts qu'on fait d'abord pour reconstruire la ville sur la ville, parce que sur toutes ces opérations, on est soit sur des friches industrielles, soit sur une densification, parce qu'on construit sur une activité, par exemple hybride dans le 18e, où on construit sur un centre de remisage de la RATP. Et dans tous les cas, on est dans cette recherche à la fois de construction bas carbone, donc réduire l'empreinte carbone de la construction et de l'exploitation, et puis aussi de renaturation. L'îlot fertile, donc c'est un projet où on vise zéro carbone en exploitation. Le projet Parc en Seine aussi, on a là cette année déposé tous nos PC sur cette opération déjà au seuil 2025, et puis la moitié vise une labellisation BBCA. Donc voilà, c'est en marche. Mais évidemment, tout ça, ça a un prix, il ne faut pas se mentir. Donc on était vraiment très curieux et en attente de mieux comprendre comment finalement nos investisseurs appréhendent cette performance ESG, quel prix ils lui donnent quelque part, et quels sont finalement les sujets sur lesquels ils ont l'impression et le sentiment qu'il y a une vraie valeur économique aussi associée. Oui, puis je vais juste compléter, parce que cette curiosité, elle est née il y a déjà quelques années. C'est des sujets avant qu'on les traduise dans une feuille de route RSE qui nous ont toujours beaucoup animés chez Link City et au-delà chez Bouygues Construction. Et je voudrais juste, puisqu'on parlait de concrétisation et que Bérangère disait que cette conférence, elle avait pour objet de donner aussi des infos concrètes, vous donner deux, trois retours sur la genèse de la démarche qu'on vient de mener. Je me replace en 2017 sur la Suisse alémanique dans le cadre d'un projet sur lequel on est confronté à un marché immobilier, on est confronté à une concurrence, et très rapidement on se rend compte que le meilleur moyen finalement de vendre le projet, de pouvoir le développer, c'est de se différencier. C'est de faire en sorte de ne plus être directement comparable par rapport aux autres projets. Et à partir de ce moment-là, il y a un vrai travail qui se fait en équipe de développement sur le fait de déterminer des axes, des thématiques de développement qui vont permettre de, quelque part, un peu de marketer le projet pour qu'il soit dans son marché, mais surtout de lui donner là aussi de la concrétisation. C'est-à-dire que des thématiques comme la mobilité, des thématiques comme l'énergie, des thématiques comme la vie de quartier, on en avait déterminé 5 ou 6 comme ça, et à chaque fois, on a voulu que ces thématiques elles se transforment en actions concrètes. Concrète de manière à ce que pour les futurs habitants, ce soit quelque chose qui soit vécu, concrète pour que, y compris vis-à-vis des investisseurs auxquels on allait proposer ce projet, il y ait une traduction dans leur capacité à investir. Et on avait une expérience déjà très forte avec Vus Partner en Suisse, donc une connaissance mutuelle de nos modes de travail. Et la question qu'on a posée à Vus à l'époque, c'était de dire, mais finalement, aidez-nous à identifier la valeur que ça peut générer pour les investisseurs. La valeur pas uniquement économique, il y a une valeur
d'usage, il y a une valeur d'image, mais il y a aussi une traduction économique. Et donc, on a travaillé de manière un peu artisanale à l'époque, je vais dire, sur ce qui a constitué les prémices de cette étude qu'on a menée tout au long de cette année. Et finalement, les 3 objectifs qu'on s'est fixés mutuellement avec Wüst cette année au travers de l'étude, c'est le premier objectif, c'est de se rapprocher des investisseurs et de comprendre leur mode d'évaluation de leur intérêt vis-à-vis des investissements. Et c'est plutôt de travailler sur l'étude DCF, de manière à ce qu'on soit vraiment très proche de leur réflexion. La deuxième chose, c'était là aussi de travailler sur des projets qui regroupent plusieurs types de produits, donc des projets mixtes, des projets en cours de développement ou de construction. Et enfin, d'arriver à déterminer 2 valeurs, la valeur de marché et la part à l'intérieur de cette valeur de marché qui est générée par le positionnement plus ambitieux que la réglementation des différents projets qu'on a demandé d'étudier. Merci Frédéric. Je me tourne vers François-Xavier, qui est expert immobilier. Tu vas peut-être pouvoir nous présenter la méthode d'évaluation que tu as utilisée dans le cadre de cette mission pour valoriser les 3 projets qui, je le rappelle, sont Saint-André-les-Lilles, Flaubert à Rouen et Béliard à Paris. Oui, alors pour évaluer la valeur économique, la valeur de marché de ces 3 projets, on travaille avec une méthode dite DCF, Discounted Cash Flow. Comme son nom l'indique, cela consiste à modéliser les futurs cash flows de l'immeuble au cours des 10, 20, 30 prochaines années. On commence donc par modéliser les revenus nets que va percevoir le propriétaire, auquel on déduit la vacance structurelle à long terme de l'immeuble, puis toute une série de coûts, les coûts d'exploitation, les coûts d'entretien, les coûts de remise en état. Ici, dans notre cas, on a analysé 3 projets neufs. Donc pour la partie coût de remise en état, bien évidemment, on n'a aucun cash flow qui est prévu au cours des 10 prochaines années. Par contre, on aura des cycles qui vont arriver au cours des 25, 30 prochaines années. À la fin, donc dans cette DCF, vous voyez apparaître un revenu net final qui est perçu par le propriétaire. Et c'est ce revenu net qui va être en fait capitalisé pour obtenir une valeur de marché actuelle. Alors, pour capitaliser les différents cash flows au cours des prochaines années, on utilise un taux de capitalisation, un taux d'actualisation qui, lui, est constitué d'un risque de base, par exemple l'OAT. Donc un risque, si vous voulez, on pourrait voir ça comme un risque 0. Et ensuite, on va venir ajouter toute une série de risques propres à l'immeuble et à son emplacement. Donc des risques de macro-situation, de micro-situation, des risques liés à l'affectation, au niveau de revenu et aussi à la notation ESG de l'immeuble. Donc à la fin, on obtient un taux global qui reflète, lui, l'attente des investisseurs en termes de risque sur ce bien immobilier. Ces taux, dans notre modèle, sont bien évidemment calibrés avec les transactions effectives à un emplacement donné pour une affectation donnée. La grande différence avec une méthode par capitalisation simple, c'est qu'ici, on travaille vraiment à intégrer tous les risques dans les cash flows modélisés de la DCF, de l'année 1 à l'année 100 par exemple. Et on peut prendre un taux d'actualisation, je dirais, un peu plus épuré, qui reflète uniquement les risques résiduels qui ne sont pas couverts dans les cash flows. On va faire le lien avec l'analyse ESG. Donc, Zara, est-ce que tu peux nous présenter la méthodologie qui a été utilisée et que tu as appliquée sur les 3 projets ? Oui. Donc, la méthode que nous avons utilisée dans le cadre de cette mission, c'est une méthode que nous avons développée au sein de Wüst Partners. Et elle est basée sur une cartographie et un benchmark de plusieurs ratings internationaux, comme vous pouvez le voir sur le slide. Donc, le GRESB, BREM, etc. Donc, c'est une grille également qui est alignée avec les 17 objectifs de l'ODD. Et donc, vers la fin, on a construit une grille qui est basée sur une démarche partiellement automatisée et qui offre une pondération objective de plusieurs indicateurs. Ce qu'il faut noter, c'est que cette grille, on l'adapte selon le type d'acteur immobilier avec lequel on travaille. On ne va pas avoir la même grille ou les mêmes indicateurs si on travaille avec des sociétés de gestion ou des investisseurs, etc. Et l'autre élément, c'est qu'on adapte la grille selon le type de bien étudié. C'est un bien mixte, résidentiel tertiaire ou purement résidentiel ou purement tertiaire. Donc, juste à titre de comparaison des niveaux de pondération de ces grilles et ces ratings internationaux. Donc, vous pouvez le voir que chaque rating a sa propre proportion. Il y en a certains qui focalisent sur les enjeux environnementaux, comme c'est le cas pour le BREM.
Et on a d'autres qui, comme le GRESB, qui se focalisent surtout sur l'enjeu de gouvernance. Notre grille qu'on a construite chez Wüst Partner, on a essayé d'avoir une grille la plus équilibrée possible. Et comme j'ai déjà dit, on l'adapte selon le type projet, le type d'acteur, etc. Donc, ce que vous voyez sur le slide, c'est la synthèse de la grille que nous avons utilisée. Peut-être c'est le moment de rappeler que le ESG, c'est des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'intérieur des enjeux environnementaux, on a sélectionné 5 indicateurs principaux avec 12 sous-critères. Pour les enjeux sociaux, 4 indicateurs principaux avec 10 sous-critères. Et pour la gouvernance, 3 principaux avec 8 sous-critères. Bien sûr, les sous-critères, vous ne le voyez pas. C'était dans le but d'alléger le slide. Maintenant, ça va être intéressant, Christine, que tu nous présentes le projet sur lequel on va zoomer, qui est le projet de Saint-André. Donc, on l'a choisi parmi les 3 projets parce que ça s'avère être le plus représentatif de notre démarche. C'est parmi les 3 projets, c'est le seul qui a déjà été vendu et commercialisé. Donc, c'est celui qui est peut-être le plus en prise avec son marché. Donc, je vais te laisser dire quelques mots sur Saint-André. Oui, donc Saint-André, effectivement, le plus avancé des 3 sur lequel on a testé la méthodo, sur lequel d'ailleurs on avait déjà des valeurs, mais que l'on n'a pas transmises à Wüst Partner. Voilà, on n'a pas voulu du tout les influencer. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans un quartier qu'on est en train d'aménager sur une ancienne friche urbaine, c'est la friche de Rodia. Qu'on transforme en quartier mixte où on va retrouver à la fois du logement, du bureau, des commerces, des services. Et là, on s'est focalisé sur le bâtiment de bureau, donc qui s'appelle Panorama. C'est un bâtiment de bureau qui est tout en structure bois, avec un peu de béton, mais très largement du bois, qui est RT 2012-20%. C'est un projet dont on a déposé le permis de construire en 2020, donc c'était avant l'ARE 2020, et puis sur lequel on a une certification BREEAM Very Good et BBCA, et qui sera livrée donc en 2023. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux résultats de l'analyse ESG sur ce projet spécifique. Donc, avant de vous présenter les résultats finaux de l'exemple de Saint-André, en effet, les autres projets étaient mixtes. Celui-là était purement tertiaire. Et donc, la grille que nous avons sélectionnée, on a essayé de prendre en compte cette caractéristique de mixité, ainsi que l'objectif de Linkcity d'avoir un regard investisseur et qui aussi suit l'évolution de la réglementation. Donc, les résultats, plein de couleurs. Donc, on a fait une analyse qualitative qui aboutit finalement à 5 niveaux d'appréciation, qui commence le meilleur niveau excellent, avec le vrai français, très bien, bien, moyen et à reconsidérer. Donc la première remarque qu'on en tire de cette synthèse de résultats, c'est qu'on n'a pas forcément retenu de sous-critères ou critères à reconsidérer. La note moyenne de tout le projet, elle est de très bien. Et ensuite, par rapport aux enjeux principaux, le critère qui sort du lot par rapport aux enjeux environnementaux, les émissions des gaz à effet de serre. Et donc, nous avons sur ce bâtiment, sur ce projet, une construction bois, un label BBCA, une certification BREEAM, et elle répond à une réglementation RT 2012, moins 20%. Par rapport aux enjeux sociaux, donc l'indicateur qui sort de l'eau, on va dire, c'est l'utilité et la flexibilité grâce à la qualité architecturale des bureaux. Et finalement, pour la gouvernance, c'est l'indicateur intégration grâce à la forte implication des parties prenantes sur le projet, parce que c'est un projet qui a été déjà commercialisé. Donc on est prêt à répondre à la grande question. Quels sont les pourcentages ? Quels sont les pourcentages sur chacun de ces projets ?
quelle est finalement la part de la valeur supplémentaire apportée par l'ESG, ou en tout cas par la conception de ces projets en matière d'ESG, par rapport à des projets type standard qui répondent juste à la réglementation. Donc, on vous présente les résultats finaux de la plus-value, mais ne vous inquiétez pas, on va vous présenter la méthode et comment on est arrivé là. Pour le premier projet, Saint-André-les-Îles, 100% tertiaire, on a retenu une valeur de plus-value sur la valeur de marché de 9,8%. Pour l'écoquartier Flaubert à Rouen, 12,7%. Et pour Béliard, au 18e arrondissement, une valeur de plus-value de 12,7%. Il faut noter, ce qui est très important, c'est que ces pourcentages de plus-value ont été évalués en comparaison, en prenant comme référence un projet ou un actif qui répond uniquement à une réglementation standard et qui n'a pas forcément fait des efforts au niveau ESG particulier, comme des certifications BREEAM, BBCA, etc. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comprendre comment est-ce qu'on arrive à ces pourcentages, quelle a été la méthode de calcul. Donc comment, François-Xavier, tu as fait le lien entre cette analyse ESG et ton expertise? Quels ont été les impacts directs, indirects? Qu'est-ce qui a le plus de contribution? Alors, vous imaginez bien que sur une grille de plus de 50 critères, c'est difficile d'analyser chacun de ces critères dans les cash flows de la DCF. Certains n'ont peut-être pas encore d'impact, ou en tout cas en auront dans le futur et pourront être quantifiés. Aujourd'hui, on s'est concentré vraiment sur les paramètres ou les critères du rating qui font du sens d'un point de vue économique et qui sont quantifiables. Si on commence par les critères environnementaux, on a bien évidemment toute la réflexion entre les loyers nets perçus par le propriétaire et les loyers bruts payés par le locataire. Et ici, on a toute cette dynamique d'économie de charge qui peut être quantifiée sur les projets à haute qualité environnementale. Donc on a par exemple des économies de charge de chauffage, d'eau chaude sanitaire. Si on parle aujourd'hui des installations photovoltaïques avec des degrés d'autoproduction importants, ce sont toutes des choses qui permettent en fait de réduire les charges pour le locataire et donc dans cette dynamique sur des projets neufs d'augmenter en fait le revenu net propriétaire sans pour autant impacter le locataire à la fin sur son loyer brut. Donc ça c'est vraiment toute cette dynamique qu'on a mis en place sur ces trois projets pour quantifier à chaque fois grâce à la qualité environnementale des trois projets quel était le gain de loyer net perçu par le propriétaire par rapport à un projet standard. Donc ça, c'était le premier élément qui, aujourd'hui, en plus, dans l'ère du temps actuel, avec l'inflation des coûts de l'énergie, prend tout son sens et montre bien cette dynamique. Ensuite, on a aussi travaillé sur les cycles de rénovation. Donc dans cette DCF, on peut vraiment regarder ce qui va se passer sur le long terme, dans 25, 30, 35 ans. Et comment est-ce qu'on peut refléter aujourd'hui l'usage des matériaux biosourcés ou recyclés? Comment est-ce qu'on peut intégrer, par exemple, une éventuelle démolition ou un éventuel recyclage de ces matériaux en fin de cycle de vie? Chose qu'on peut faire dans la DCF puisqu'on va vraiment s'intéresser au cash flow sur du long terme. Et puis ensuite, on a le dernier ingrédient qu'on reprendra aussi dans la partie sociale, c'est le taux d'actualisation qui, lui, comme on l'a dit avant, reflète l'attente des investisseurs sur le marché. Et aujourd'hui, je dirais depuis maintenant 1 ou 2 ans, on a de plus en plus d'investisseurs qui intègrent les questions ESG dans leur phase d'acquisition et qui se reflètent ensuite dans les transactions effectives des biens immobiliers. Donc ici, si je dois résumer les grands impacts sur la valorisation pour la partie environnementale, on travaille principalement sur ces revenus nets versus bruts qu'on va modéliser, la vacance à long terme de l'immeuble également, et puis l'annuité des coûts de rénovation et l'annuité des coûts de construction. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le cadre de ce mandat, on s'est intéressé à la valeur de projet, à la valeur de livraison des 3 projets. On aurait pu cependant travailler aussi sur une valeur dite actuelle, donc actuelle de développement, en intégrant dans la DCF la phase de développement du projet avec des coûts de construction et une prime de risque. Et ici, on aurait pu aussi travailler sur une autre partie qu'on n'a pas représentée dans cette étude, qui est justement toute cette phase de planning, de phasage et d'économie de coûts de construction. Ensuite, pour la partie sociale, via notre outil d'évaluation VustPartner, on travaille en 2 temps. On va déjà modéliser un profil de qualité en lien avec l'immeuble qui prend en compte à la fois la qualité de l'emplacement et la qualité de l'immeuble en lui-même. Et grâce à cette grille ESG qu'on a complétée avant, on va pouvoir venir modifier ce profil de qualité qui, lui, ensuite, est utilisé à la fois pour estimer les loyers du marché du projet, pour estimer aussi la vacance stabilisée long terme de l'immeuble et, encore une fois, ce taux d'actualisation.
Donc grâce au passage de la grille ESG vers ce profil de qualité, on vient impacter en fait 3 paramètres dans la DCF qui nous permettent de créer une survalorisation par rapport à un projet standard. Donc si maintenant on regarde en résumé pour le projet par exemple Quai 22 à Saint-André, ici on va vraiment décomposer, je vais dire en 3 étapes l'analyse, la partie environnementale avec un gain de valeur de l'ordre de 2,5% qui est issu encore une fois donc, de cette économie de charge et cette hausse de loyer net, puis une économie sur les cycles de vie ou cycles de rénovation des matériaux utilisés dans la construction. Puis ensuite, une deuxième partie sur les aspects sociaux, grâce à l'amélioration de ce profil de qualité qui est vraiment quantifié de manière objective, va pouvoir améliorer à la fois les loyers du marché commercialisé, mais aussi la vacance structurelle long terme et l'absorption initiale des vacants du projet, qui est très important aujourd'hui aussi aux yeux des investisseurs pour pouvoir le plus rapidement possible profiter justement de revenus pleins comme estimé à la base dans l'évaluation. Et puis ensuite, on va venir travailler sur ce fameux taux d'actualisation qui, au final, va nous apporter une hausse de valeur de l'ordre de 9,8%. Au-delà des valeurs, est-ce qu'il y a eu d'autres recommandations qui ont été formulées à Link City à l'issue de cette mission ? Oui, alors ce genre d'analyse montre bien que le marché est en train de changer en termes de besoins de données. Aujourd'hui, pour faire des analyses précises au niveau ESG et l'intégrer dans les valorisations, on a toute une série de données que les experts immobiliers ne demandaient pas forcément avant. Nous avons besoin de détails sur les charges, on demande aujourd'hui les émissions de CO2, on demande beaucoup plus d'informations qui nous permettent de concrétiser et d'objectiver justement ces survaleurs et que les investisseurs attendent maintenant dans leur phase de due diligence. Par rapport à cette grille ESG, quelles sont les prochaines étapes ? Est-ce qu'il y a des évolutions encore qui vont être apportées ? Donc c'est vrai que afin de quantifier d'une façon empirique et précise tous les critères de l'ESG, c'est pas évident. Chez Wüest Partner, on arrive à le faire sur pas mal d'indicateurs depuis il y a longtemps déjà. En ce moment, on a plusieurs études et recherches afin d'affiner plus les autres indicateurs et sous-critères pour les enjeux environnementaux et sociaux. Ainsi, on est en train d'essayer de tracer un lien plus clair sur la quantification des enjeux de gouvernance qui sont les plus compliqués sur le marché pour rendre concret. Christine, les résultats de cette mission, est-ce que ça change quelque chose sur ta feuille de route ? Est-ce que tu vas d'une manière ou d'une autre les intégrer dans la stratégie RSE ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Pour notre feuille de route, ça ne va pas forcément changer notre feuille de route, mais peut-être confirmer qu'on doit mettre l'accent sur certains sujets qu'on n'avait peut-être pas suffisamment poussés. Mais d'abord, je voudrais dire que le premier apport, quand même, c'est ce que je retiens finalement des valorisations qui ont été faites, c'est qu'on est autour de plus 10% de valorisation entre un bâtiment ambitieux sur le plan ESG par rapport à un bâtiment standard. Ce qui est plutôt rassurant parce qu'on peut se dire que quelque part, si on a bien étayé les gains que l'investisseur va pouvoir faire avec le bâtiment qu'on construit plus qualitatif, il y a possibilité de partager l'effort de surcoût qui peut être lié à un certain nombre d'innovations, et je pense notamment au sujet de construction bas carbone. Donc ça, c'est plutôt un enseignement très, très positif. Et puis le deuxième apport, c'est là où ça peut nous amener à renforcer certains sujets, c'est qu'on sent clairement dans les survalorisations que c'est quand même le sujet de l'énergie qui reste le sujet où on peut trouver une valorisation économique directe pour l'investisseur. Et qu'aujourd'hui, la valorisation de l'énergie grise des matériaux, du bas carbone, du côté des matériaux, est encore pas vraiment valorisée par les investisseurs, ou en tout cas beaucoup moins. Et donc, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il va falloir qu'on renforce vraiment le travail sur le monitoring de la performance énergétique dans nos bâtiments. Pour mieux piloter, suivre les consommations énergétiques liées au chauffage, à l'eau chaude sanitaire, aux consommations énergétiques plus globalement du bâtiment. Et comme le disait François Xavier,
la crise énergétique qu'on connaît, l'inflation sur les coûts de l'énergie nous guide de toute façon à renforcer vraiment l'effort et le changement climatique évidemment aussi. Et puis c'est aussi sur ce sujet de l'énergie de trouver des solutions vraiment compétitives sur l'intégration de la production d'énergie renouvelable dans nos opérations. Et ça, c'est pas seulement de l'innovation technique, c'est aussi de l'innovation sur les business models, c'est trouver des partenaires avec lesquels on va pouvoir vraiment trouver des systèmes performants à la fois techniquement, en termes de consommation, d'autoproduction, d'autoconsommation, et puis performants aussi sur le plan économique. Donc tout ça, c'est un champ d'innovation très important. Et puis enfin, un dernier rapport, mais je vais laisser Frédéric plus en parler. C'est vraiment, on s'aperçoit qu'il faut qu'on travaille de manière beaucoup plus étayée sur la performance ESG de nos opérations. Et ça nous amène forcément à réfléchir à la manière dont on doit construire nos outils de commercialisation et notre argumentaire quelque part sur ces sujets-là dans la vente de nos opérations. Oui, je crois surtout que ça nous permet d'avoir une sorte de point zéro, c'est-à-dire de pouvoir s'évaluer et s'auto-évaluer, ou presque s'auto-évaluer, puisque la notion d'expertise, elle est extrêmement importante, et nous, on avait besoin d'avoir un tiers indépendant, qui ne soit pas justement en lien avec nos partenaires, nos investisseurs. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça nous permet de partager les attentes des investisseurs. Ça nous permet aussi d'être plus ambitieux, et ça nous permet d'aller les voir avec des sujets sur lesquels on va justement les présenter de manière assez différente. L'idée, c'est pas uniquement de dire il y a une survaleur, c'est en tout cas d'aborder le sujet du partage de la valeur, et encore une fois de la valeur au sens global des choses sur nos projets immobiliers. Et ça va nous amener justement à présenter nos dossiers de manière assez différente, en mettant un focus plus fort, je pense, sur cette performance ESG et sur l'attention qu'on peut chez Linkcity porter à nos dossiers en matière d'ESG. Et la dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça va aussi, à un moment ou à un autre, nous orienter vers des investisseurs qui ont un niveau d'exigence encore plus important, parce que c'est l'exigence des uns et des autres qui va nous permettre aussi de continuer une forme d'amélioration continue, parce que je pense que tout le monde partage, à la fois dans cette salle et dans toute la chaîne de valeur, l'intérêt de travailler sur ces sujets-là. Il n'y a plus de doute, mais c'est vraiment une démarche d'amélioration continue dans laquelle on doit pousser les curseurs de plus en plus loin. Merci Frédéric. Merci à tous les intervenants. J'espère qu'il y a des questions dans la salle et que les gens ne seront pas timides. C'est génial. Merci pour la présentation. Je voudrais vous poser deux questions. Donc la première, elle concerne la prime de risque, et la deuxième, elle concerne la règle de pondération. Comment vous avez, dans votre modèle d'analyse, comment vous avez apprécié ces indicateurs? Par rapport aux indicateurs ESG, vous dites? Alors la prime de risque, dans votre analyse oui, DCF. Oui. Et la deuxième, dans la grille d'analyse ESG. Oui, alors si j'ai bien compris la question, pour la grille ESG, on a une pondération équitable entre les trois critères ESG. Donc on a voulu justement constituer une grille qui se voulait répartie sur ces trois notations. Et puis ici dans l'étude, on a principalement mis l'accent, je dirais, sur les aspects environnementaux et sociaux qui sont plus facilement quantifiables directement dans la valeur. Et puis pour la prime de risque, donc si je comprends bien, c'est dans le taux d'actualisation. Donc ici, on travaille vraiment sur un modèle de taux d'actualisation qui est lui calibré avec une analyse de données sur les transactions effectives et qui vient être en fait constitué de plusieurs facteurs de risque: risque de base, risque d'emplacement, risque de l'immeuble, de l'affectation, et ce fameux risque ESG qui vient justement en reprenant, si vous voulez, la base commune de notre notation ESG. Dans chaque transaction, on analyse en fait, dans chaque transaction qu'on collecte et qu'on évalue, on constitue une base de données, et à partir de ça, on peut décomposer justement le taux d'actualisation en différentes primes de risque. C'est vraiment une approche méthodique basée sur la donnée. Bonjour, merci pour votre présentation. Si je peux poser trois questions. La première, vous avez montré dans l'entonnoir un certain nombre d'éléments de base de référentiel. Si j'ai bien vu, je n'ai pas vu HQE, s'il y a une raison particulière. Je n'ai pas vu non plus des labels thématiques comme WELL,
comme Wired Score ou comme biodiversité, qui nous tient à cœur, comme Christine le sait. Deuxième question, est-ce que vous pourriez préciser ce qu'il y a dans profil de qualité? Est-ce que, par exemple, il y a la partie de la valeur immatérielle qui vient des bénéfices que l'on va tirer pour les utilisateurs de l'amélioration de la productivité, parce qu'on a des vues sur des espaces verts, parce qu'on a une climatisation qui est plus régulée, parce qu'on a un certain nombre de choses. Et puis, la dernière question, comment est-ce que vous avez pris en compte la résilience dans votre évaluation au titre des cash flows? Est-ce que l'argile est une problématique? Est-ce que les risques de submersion ou tous les risques qui résultent de ça sont pris en compte? Merci. Peut-être que je réponds à la première question par rapport à la cartographie et le choix des grilles et des ratings. En fait, le GRESB, si vous voulez, c'est une grille en soi. C'est une grille ESG où il y a des indicateurs, sous-indicateurs et un format de grille ESG standard. Pourquoi, par contre, le BREEAM, c'est une certification, pourtant on l'a pris en compte, c'est tout simplement parce que la forme de cette certification, elle ressemble également à une grille ESG, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les labels. Donc c'est comme ça comme on a choisi. Il y avait aussi d'autres grilles ESG qui sont utilisées au niveau de l'Europe, comme ECOR en Allemagne et d'autres. Peut-être pour compléter ce point aussi, l'entonnoir, au final, ce n'est pas une représentation complète des critères qu'on va intégrer. C'est plus, je dirais, l'idée de faire. On a procédé par une analyse, je dirais, du marché, des différents labels qui existent à l'échelle européenne, à l'échelle française, à l'échelle suisse, pour mettre en avant les différents critères qui pourraient se retrouver dans chaque partie du E, du S et du G. Et puis aujourd'hui, ce rating, lui, il a vraiment été constitué de manière à être destiné aux propriétaires, aux fonds d'investissement qui gèrent de l'immobilier, et pour vraiment rentrer dans le détail de ces trois critères. C'est-à-dire que dans les aspects environnementaux, par exemple, ou sociaux, on va vraiment chercher des données ou des spécificités de l'immeuble très précises qui seraient impossibles à répondre si vous êtes, par exemple, dans de l'indirect ou une gestion plus lointaine de l'immobilier direct. Pour votre deuxième question, qui était sur l'usage, profil. Voilà. Profil de qualité, donc ça c'est une très bonne question parce que historiquement on avait justement un profil de qualité qui était principalement axé, je dirais, sur une partie emplacement où on va vraiment analyser la macro-micro-situation avec la proximité des transports publics, les vues, etc. Et puis une partie immeuble. Et puis aujourd'hui on se rend compte avec les notations ESG, on a un certain niveau de détail supplémentaire qui va rentrer en complément, d'où en fait en quelque sorte l'intégration de la partie sociale de notre rating ESG qui vient en plus dans ce profil de qualité. Où là, justement, on va regarder vraiment la mixité d'usage, la mixité intergénérationnelle, la mixité au niveau des revenus. On va intégrer aussi les critères de vue. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on ajoute maintenant et qui n'étaient peut-être pas forcément couverts avant dans une approche un peu plus grossière où on regardait uniquement la qualité des transports publics, la proximité des écoles, la qualité de la commune, etc. Il y avait une... Pardon. Voilà, j'allais dire, Yves, tu posais la question de la résilience, et effectivement, la résilience est bien dans les sous-critères de la grille qui a été utilisée. Donc il y a bien ce sujet. Intégrer beaucoup plus. Alors, ça fait partie, je dirais, de ces critères comme l'énergie grise qui aujourd'hui est difficile à quantifier d'un point de vue économique aux yeux de l'investisseur. On a vu ici des exemples avec l'intégration des questions énergétiques, sociales. Tout ce qui est résilience, énergie grise, matériaux en réemploi, c'est encore des choses aussi qu'on intègre dans la notation ESG, mais qui sont d'un point de vue économique beaucoup plus difficiles à modéliser ou à quantifier. Un dernier mot. Est-ce que, en termes de prospective, vous imaginez ça, vous imaginez le lier ou l'interfacer avec le label ISR pour les fonds? Donc, le label ISR, on va retrouver des indicateurs qu'on a déjà utilisés dans notre grille. Donc, si demain on souhaite avoir un label pour ce projet, on ne va pas forcément réutiliser toute la grille, mais on va tout simplement s'adapter aux critères demandés sur le label ISR et puis compléter pour répondre au seuil demandé pour le label.
Et juste, je voudrais juste rebondir sur le sujet de la résilience. En fait, la résilience, jusqu'à aujourd'hui, la façon avec laquelle on l'a pris en compte pour ce projet, il n'y avait pas un input et un output en pourcentage sur les valeurs, mais surtout, on décortique la composante résilience, comment elle a impacté le confort, et par la suite, quand on dit confort, on dit aussi l'usage de l'énergie. Et donc, ça c'est juste un exemple, mais confort, il y a aussi le niveau de l'isolation, le niveau d'usage d'énergie, etc. Donc c'est comme ça, comment ça reboucle avec le niveau de consommation et par la suite les charges, comment ça reboucle avec l'usage des matériaux dans l'isolation. Donc, ce n'est pas une prise en compte automatique, linéaire, c'est plutôt une façon de décortiquer l'enjeu. Par rapport à ces notations, je dirais ESG, labellisation, il y en a énormément sur le marché. On est parfois un petit peu perdu, on se dit vers quelle labellisation, notation on veut se tourner. Nous, ce qu'on recommande souvent aux investisseurs, c'est de se concentrer dans un premier temps sur la collecte de ces données, qui est en fait commune à quasiment tous les labels, toutes les notations. Si vous êtes capable aujourd'hui sur un portefeuille de collecter toutes ces données de base qui vont vous permettre justement d'analyser les notations ESG, à partir de ça, une fois que vous avez fait ce travail qui représente 80% du travail, vous pourrez en fait vous tourner vers n'importe quelle labellisation ou certification. Le gros du travail, c'est vraiment cette préparation de cette donnée objective en amont. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, un autre des livrables de la mission était cette checklist de données. Et il y avait aussi une grande partie sur la gouvernance de la donnée, comment la gérer, comment la structurer. Une autre question ? Oui. Bonjour et merci pour cette présentation. Je voulais savoir comment vous estimez la valeur du résultat que vous donnez, son taux d'erreur. Et par exemple, je m'interroge beaucoup sur comment on est capable de valoriser, objectiver l'intégration de bois dans un immeuble quand on n'a quasiment aucun recul. Oui, tout à fait. Là, alors, je dirais aujourd'hui, dans l'analyse qu'on a fait, la partie énergétique, c'est la partie la plus précise, celle qu'on peut le mieux quantifier, à condition, encore une fois, d'avoir les données en amont sur les consommations, les degrés d'autoproduction, etc. Et puis ensuite, sur la partie matériaux biosourcés comme le bois, ici, il faut plus le voir, je pense, comme une analyse de sensibilité. Si vous voulez, on va vraiment travailler sur la durée de vie des différents éléments. Donc on a aujourd'hui un modèle qui va, à partir d'une valeur à neuf du projet, qui va décomposer les différents éléments de la construction, donc les façades, les fenêtres, etc., avec différentes durées de vie et différents coûts associés. Et on va vraiment, en fait, en fonction des matériaux utilisés, pouvoir travailler justement sur la sensibilité et sur ces durées de vie qui vont impacter au final une annuité de remise en état, donc coût pour le propriétaire. Ici, on n'a pas présenté, mais il y a aussi toute la stratégie. Donc, par rapport à ce bois, par exemple, on pourrait, j'imagine, dans le futur, se pencher aussi un peu plus sur le recyclage des matériaux et sur leur démolition, combien est-ce que ça coûte pour faire ce changement. Et là, les matériaux biosourcés pourraient, par exemple, tirer leur avantage là-dessus. Donc, on pourrait imaginer, dans une DCF, venir modéliser justement à la fin du cycle de vie du bâtiment, la démolition et le recyclage de ces matériaux. Et on pourrait imaginer avoir encore un gain supplémentaire via l'usage de matériaux biosourcés. Mais en effet, faut plus le voir comme une analyse de sensibilité plutôt que comme une science exacte ou un chiffre figé. Et du coup, concrètement, pour le bois, par exemple, ça pourrait être une négativité, au sens où il y a une moins longue pérennité ou durabilité de l'immeuble par rapport à du béton. Oui, alors ça, si on se concentre uniquement sur la durée de vie, on pourrait le voir comme une négativité. En effet, oui. Après, si on part, par exemple, sur le principe que ce matériau pourra, lui, être réutilisé en fin de cycle de vie, on pourrait aussi modéliser cet avantage dans la valeur, dans la DCF. Le cas échéant, vous avez pris tous ces critères sont intégrés dans votre matrice ? Oui, ici on a vraiment, alors on n'a pas ciblé uniquement le bois, on a vraiment travaillé un peu sur la thématique biosourcée, recyclage des matériaux. Donc c'est vraiment ça qu'on a pris comme hypothèse dans la partie, dans la deuxième hausse de valeur sous la partie environnementale. C'est ça qu'on a modélisé dans la DCF, surtout en agissant sur les cycles de rénovation et sur leur, entre guillemets, leur réemploi ou leur recyclage en fin de vie. Bonjour, merci pour la présentation. Je retiens en synthèse que l'impact sur la valeur est donc de 9 à 12%. Je sais qu'il y a une partie des programmes qui ont été présentés qui sont déjà commercialisés. Est-ce que pour ceux qui sont en cours de commercialisation, quel est l'accueil des investisseurs?
Est-ce qu'il y a un impact, par exemple, sur les taux de rendement qu'exigent les investisseurs pour telle autre opération? Une opération classique, si je me mets à la peau d'investisseur, je l'achèterai à 5, compte tenu de ce que vous me présentez, ben, je peux envisager d'avoir un impact direct sur le rendement que j'attends pour l'opération. Et finalement, est-ce que ce travail de précision est aussi présenté et quel est l'accueil qui est fait auprès des investisseurs dans les opérations en cours de commercialisation? On vient de terminer l'étude, pour être très franc. Donc, ça n'a pas été présenté encore aux investisseurs, mais très clairement, sur les 2 projets qui restent à commercialiser, c'est un travail qu'on va faire avec nos opérationnels qui portent ces sujets, de retravailler finalement justement nos instruments de commercialisation et à les présenter aux investisseurs pressentis ce travail-là. Tout à fait. Ça permettra aussi de tester. Ça fait partie, je dirais, de l'étude complète. C'est-à-dire, là, on présente des résultats. Finalement, on n'est pas tout à fait au bout du travail, mais on trouvait quand même intéressant de profiter du CIMI pour partager ce retour d'expérience. Mais nous, derrière, on a tout le travail d'analyse et d'exploitation de cette étude dont il faut qu'on tire le meilleur. Oui, et puis, bien évidemment, il y a un objectif qui est la création de valeur. C'est l'objet de tout ouvrage immobilier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit, et je partage avec Christine, la fraîcheur des résultats et la nécessité de digestion, d'analyse, et en même temps de capacité à présenter les choses, comme on l'évoquait tout à l'heure. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ça va nous permettre de mieux vendre. Pas forcément plus cher ou que plus cher, mais en tout cas de mieux vendre et de mieux cibler nos investisseurs. Bonjour. Il y a un certain nombre d'experts qui planchent sur le même sujet aujourd'hui, experts évaluateurs. Est-ce qu'il y a une démarche commune aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une sorte de consensus de place qui se met en place justement pour tant sur la démarche que sur la méthodologie, peut-être via la Frexim ou pas? Alors, je pense que c'est un sujet en cours actuellement, ou en tout cas sur les dernières années, on n'avait rien. C'est un petit peu nouveau pour les experts immobiliers. Ça pose aussi la question de la formation pour que les experts puissent aujourd'hui maîtriser les questions ESG, les questions énergétiques, qui sont parfois, ou en tout cas historiquement, si je peux dire, 2 corps de métier complètement séparés. Aujourd'hui, on a plus tendance à associer les deux pour pouvoir travailler non pas seulement d'un côté sur la durabilité, de l'autre côté sur l'expertise. Les investisseurs veulent avoir le lien économique, et c'est d'autant plus vrai par exemple sur les rénovations énergétiques des immeubles existants. On dit souvent à défaut que ça coûte plus cher. Alors oui, ça coûte plus cher, mais quel est l'impact maintenant sur les revenus? Quel est l'impact sur la valeur du bien? Donc ça, c'est des choses qui sont actuellement en plein développement, qu'on intègre nous déjà dans nos évaluations, mais maintenant il n'y a pas encore de cadre, je dirais, légal. Par contre, il y a un réel besoin en effet de standardiser. Et qui va beaucoup plus loin que juste la standardisation de la méthode d'évaluation, mais aussi de la standardisation des données que vous utilisez. Aujourd'hui, au niveau du reporting, par exemple, le CO2, vous avez un scope 1, scope 2, scope 3. Vous pouvez demander à des investisseurs de faire du reporting sur leurs émissions de CO2, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours encore très clair de qui couvre quoi. Donc il y a un réel besoin de standardisation et de homogénéisation. Est-ce que la Frexim a pris un peu le pilotage un peu pour fédérer les experts en ce sens ou pas encore? Ils l'ont pris dans le sens où ils ont proposé une grille. Après, est-ce que ce sera celle qui sera retenue? Je ne saurais le dire. Mais il est certain qu'on voit bien que la méthode d'expertise ou les méthodes d'expertise doivent évoluer. Après, le changement, d'où il viendra? Est-ce qu'il viendra d'eux? Est-ce qu'il viendra des conseils? Est-ce qu'il y aura un consensus? On ne peut pas le prévoir, mais oui, effectivement, ils se sont saisis du sujet. Très récemment, il y a eu une conférence sur justement la présentation de la grille de la Frexim. Nous, on a notre grille. En tout cas, nous, ce qu'on voulait vous présenter, c'est que cette démarche de travailler en binôme entre l'expert et le consultant en développement durable, c'est une spécificité. Voilà, chez nous, chez Vus Partners, c'est comme ça qu'on travaille. Et je ne crois pas que ce soit forcément le cas aujourd'hui chez toutes les sociétés d'expertise immobilière. Merci pour votre présentation. J'avais une interrogation par rapport à la différence qu'il y a entre la qualité de l'évaluation que vous faites donc en phase conception et les écarts qu'on peut voir en livraison, mise au point des équipements, des installations techniques. Surtout, on sait que l'énergie, c'est quand même un levier important de valorisation, vous l'avez précisé.
Mais nous, quand on prend des bâtiments même très performants et neufs, on constate sur au moins 1 an ou 2 des écarts dus à la mise au point qui font des surconsommations ou des inconforts ou des insatisfactions qui viennent, je pense, gréver 20 ou 30% de la valeur qu'on aurait pu imaginer de ça. Donc vous dites un binôme, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas un trinôme avec un exploitant, moi je suis syndic, un syndic ou un property, pour s'assurer que la méthode que vous proposez, elle soit vraiment suivie en exploit. Et l'exploit, c'est 10 par rapport à la conception, c'est 1 en termes de coût. Oui, tout à fait. Donc ça rejoint vraiment le point central qui est la donnée, en fait. C'est de dire, aujourd'hui, nous, c'est des études sur des projets neufs. On n'a pas encore forcément donc, les livraisons des immeubles, les retours de consommation. Mais justement, ça montre bien l'importance aujourd'hui, que ce soit sur les immeubles existants ou sur les nouveaux projets. Comme vous l'avez dit, c'est pas parce que c'est du neuf que la consommation est si basse que ça sur le papier. Les experts immobiliers, pour vraiment faire leur travail correctement et tenir compte de toute cette dynamique dans les revenus, doivent avoir des retours en fait concrets sur les consommations réelles. Donc aujourd'hui, on l'a sur les parcs immobiliers existants. De plus en plus de fonds vont faire du monitoring des consommations réelles pour calculer les consommations et les émissions de CO2 réelles, que nous, par la suite, on peut intégrer dans les évaluations. Et ça, c'est une donnée qu'on n'avait absolument pas avant dans les expertises. Tout le monde ne portait absolument aucune importance là-dessus. Et puis, c'est aussi le cas pour les projets neufs. Donc là, par exemple, ce qui serait intéressant, ça faisait aussi partie des recommandations et de la stratégie de Link City, c'est d'intégrer, entre guillemets, du monitoring des consommations une fois le bâtiment livré pour pouvoir optimiser les consommations et surveiller ce qui se passe. Et ensuite, c'est la donnée qui ensuite peut remonter chez l'expert et être ajustée dans la valorisation. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais dans un bâtiment neuf, jamais on met le fonctionnement en automatique. À chaque fois, on est obligé d'être en train de régler. Et ça, du bâtiment, moi j'ai travaillé à la BNF, c'est tout en manuel, les systèmes de CTA et autres. Donc ça, c'est aussi des choses dans la notation ESG, sur la partie environnementale, on a justement une question attribuée sur ce monitoring, je dirais, des consommations, qui est un bon point pour la notation et qui, par la suite, sert d'analyse. Ouais. Alors, on peut avoir encore une question pour respecter le timing. Ah, il y en a une, ok. Juste une question rapide. Il me semble que les projets que vous avez présentés étaient essentiellement orientés tertiaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer avoir la même logique pour aller convaincre des propriétaires privés sur ce qu'aujourd'hui l'investissement de type Pinel, ou voire même de l'accession, mais plutôt orienté logement pour le coup? En fait, il n'y avait pas que des projets tertiaires. Là, effectivement, on a fait un focus sur le projet qui était uniquement tertiaire, mais on avait aussi sur le projet dans le 18e arrondissement hybride et le projet à Rouen-Flaubert, on avait à la fois du logement et du bureau. Donc on a aussi fait l'évaluation sur la partie logement. Juste pour bien comprendre, est-ce que vous pensez que des personnes qui sont non sachantes, pour le coup, peuvent être sensibles à cette démarche d'évaluation, et est-ce que ça va les convaincre d'acheter un peu plus cher un logement qui est effectivement biosourcé et plus durable? Alors nous, Link City, on ne vend pas aux particuliers directement. On vend à des institutionnels, des bailleurs, des institutionnels, des privés ou des bailleurs sociaux. Donc on est en B2B, et donc du coup avec des interlocuteurs qui ont la capacité effectivement à entendre ces arguments. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, et ça fait partie des sujets d'ailleurs qu'on a identifiés avec Voss Partner, c'est qu'il faut aussi qu'on pousse cette analyse avec les spécificités liées au tertiaire et des spécificités liées également au logement. Je pense notamment à la survalorisation des loyers. Voilà, on ne peut pas pratiquer les mêmes choses dans le logement et dans le tertiaire, mais il y a pas mal d'autres sujets comme ceci. Et donc, on a vraiment l'intention effectivement de pousser un petit peu plus l'analyse pour voir les spécificités pour le logement, qui est une part très majoritaire de notre activité. Donc, il faut effectivement qu'on ait bien en tête ce qu'on peut mettre en avant comme argument sur le sujet. Mais c'est en effet une approche un peu plus délicate, dans le sens où la thématique, on ne parle pas à des investisseurs immobiliers ou à des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc je pense que la communication est différente. Par contre, on le voit actuellement sur le marché, encore une fois, avec les coûts de l'énergie.
je pense que c'est une thématique qui fait du sens pour les acquéreurs si on sait leur montrer les bons chiffres. Après, vous dites acheter plus cher, ça peut être aussi sur un marché qui est sur la détente, ça peut être maintenir un prix au marché plutôt qu'avoir une décote. Mais je vous remercie beaucoup. Surtout, je remercie nos intervenants pour ce temps d'échange. Et merci à tous d'être venus aussi nombreux, d'être rescapés de la soirée de la veille du CIEMI. Et pour continuer dans cette perspective, on vous invite, si vous le souhaitez, à venir boire une coupe de champagne sur notre stand qui est au 3e étage, au B08, même si j'ai conscience qu'il est un peu tôt. Mais bon, c'est la fin du CIEMI. Alors voilà.